J'en ai fini avec l'exposé des faits. Cet exposé a consisté en une aride énumération de crimes, d'atrocités, d'exactions de toutes sortes, que je vous ai volontairement présenté dépouillés de tout artifice oratoire. Les faits ont une éloquence profonde et qui suffit. Ces faits sont, me semble-t-il, définitivement acquis. Je ne crois pas que la défense ni l'histoire, même allemande, puissent en écarter l'essentiel. Ils seront sans doute l'objet de critiques. Nos preuves ont été hâtivement rassemblées dans un pays ruiné, dont tous les moyens de communication avaient été anéantis par un ennemi en fuite, dans un pays où chacun était plus préoccupé de préparer l'avenir que de se pencher sur le passé, même pour en tirer vengeance, car l'avenir, c'est la vie de nos enfants, et le passé n'est que mort et destruction. Pour toute la France, pour chaque pays de l'Ouest, les exigences de la vie quotidienne, la difficulté de préparer des jours meilleurs, redonnent tout leur sens à la sentence désabusée de l'écriture, sinite mortuos seppellire mortuos, laisser le passé mort, enterrer ses morts. Et voici pourquoi, malgré tous nos efforts, toute notre application à préparer l'œuvre de justice qu'exige la France et la conscience universelle, nous n'avons pu être plus complets. Voici pourquoi des erreurs de détail ont pu se glisser dans notre travail. Mais les redressements que le temps et la défense opéreront ne seront qu'accessoires. Ils n'empêcheront point que des millions d'hommes auront été déportés, affamés, exténués de travail et de privation, avant d'être mis à mort comme un bétail sans valeur, que d'innombrables innocents auront été martyrisés avant d'être livrés au bourreau. Les redressements toucheront aux circonstances de temps, parfois de lieu. Ils ne changeront rien à l'essentiel des faits s'ils en modifient quelques détails. Mais ces faits étant acquis dans leur ensemble, il nous reste à parachever notre tâche en leur donnant une qualification juridique, en les analysant par référence à la règle juridique dont ils sont une violation et en précisant les inculpations. En d'autres termes, en fixant les responsabilités de chaque accusé par rapport à une loi. Quelle loi appliquerons-nous ? Prise un à un et détachée de la politique systématique qui les a conçus, voulus, ordonnés comme moyen de domination par la terreur, puis au-delà comme moyen d'extermination pure et simple, ces faits constituent autant des crimes de droit commun que des violations des lois et coutumes de la guerre et du droit des gens. Tous pourraient donc être qualifiés séparément comme violation d'une convention internationale et d'une disposition pénale de l'un quelconque de nos droits positifs internes. Mieux, tous pourraient être qualifiés comme violation d'une règle de ce droit commun dégagé de chacun de nos droits internes par M. de Menthon dans son discours, de ce droit commun proposé en dernière analyse par lui comme fondement, comme racine de la coutume internationale qui, au-delà de la charte même, est et reste l'unique guide de vos décisions. Mais il convient d'observer que ce droit commun, issu de nos droits positifs, et comme nos droits positifs, châtie à titre principal les actes matériels. Or, tous nos accusés sont demeurés physiquement étrangers,
à chacun des faits criminels que dans l'ubiquité de leur puissance, ils ont multipliés à travers le monde. Leurs volontés ont commandé, mais, comme le rappelait monsieur le juge Jackson, ils n'ont jamais rougi leurs mains du sang de leurs victimes. Ainsi, si nous nous référions uniquement à nos droits positifs et spécialement à notre droit interne français, les accusés ne pourraient dans aucun cas être considérés comme auteurs principaux, mais seulement comme complices ayant provoqué à l'action par abus d'autorité ou de pouvoir. Tout cela, combien contraire à l'idée que chaque homme de nos nations se fait de la culpabilité des principaux criminels de guerre. Résoudre ainsi le problème serait singulièrement rétrécir le champ de la responsabilité de chacun des accusés. Cette responsabilité apparaîtrait comme accessoire là où elle est principale. Elle apparaîtrait fragmentaire, alors que pour être bien déterminée, elle doit être présentée en une seule fois dans l'ensemble de leurs pensées, de leurs intentions et de leurs actes de chefs de gouvernement nazis, concevant, voulant, ordonnant ou tolérant le développement de la politique systématique de terreur et d'extermination, dont chaque fait, pris en lui-même, n'est qu'un aspect particulier, n'est qu'un élément constitutif. Ainsi, une référence pure et simple au droit commun ne nous permet pas de serrer d'assez près la réalité. Si elle nommait aucun des faits coupables en tant que fait, elle laisse de côté des éléments psychologiques et ne nous donne pas une vue complète de la culpabilité des accusés en une formule synthétique embrassant toute la réalité. C'est quotidien. Le droit commun exprime un certain état de la morale commune admise dans les nations civilisées comme loi des rapports des citoyens entre eux. Profondément imprégné d'individualisme, ce droit commun n'est pas adéquat aux exigences de la vie collective que la morale internationale doit gouverner. C'est qu'encore, le droit commun, fondement de notre coutume, est figé dans un statisme cartésien, alors que votre coutume reste riche de tout le devenir du droit international pénal. La charte n'a pas fixé la façon dont nous devons juridiquement qualifier les faits que je vous ai exposés. En créant votre tribunal, les auteurs de la charte se sont contentés de fixer les bornes de votre compétence. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre la paix. Encore n'ont-ils pas donné une définition exhaustive de chacun de ces crimes. Que le tribunal se reporte sur ce point à l'article 6, paragraphes B et C du statut. Cet article ne donne qu'une énumération indicative. C'est que les auteurs de la charte se sont souvenus que le droit pénal international n'en est encore qu'à ce premier stade de la naissance d'une coutume où le droit se forme par réaction contre le fait, où le juge n'apparaît que pour sauver le criminel de la vengeance individuelle, où la loi n'est dite que par le juge et où la peine ne s'appuie que sur la conscience du juge. Ainsi, les auteurs de la charte se sont-ils abstenus de nous fixer un mode de qualification par référence au droit commun ou au contraire à la coutume. Ils ne nous ont point dit « Vous prendrez un à un les faits criminels qui vous seront proposés
et chaque fait pris en lui-même sera isolé des autres pour être qualifié par référence à une disposition d'un droit interne ou à une synthèse des droits internes donnant le droit commun. Ils n'ont point dit davantage. Vous prendrez ces faits criminels épars, vous les grouperez pour n'en faire qu'un seul crime, dont la définition respectueuse, en gros, des règles du droit commun sera essentiellement commandée par l'intention unique ou le but poursuivi, sans que vous vous attardiez à rechercher, par analogie, des précédents dans les différents droits internes qui ne s'appliquent d'ailleurs qu'à une toute autre matière. Les auteurs de la charte vous ont laissé libre, entièrement libre, dans les limites de la coutume. Et par voie de conséquence, nous-mêmes, dans les mêmes limites, nous sommes libres de vous proposer telle qualification qui nous paraîtra serrer de plus près la réalité des faits dans leur relation avec les principes généraux du droit et les grandes règles de la morale, qui nous semblera de nature à satisfaire le mieux aux exigences de la conscience humaine exprimées par l'opinion publique internationale, dûment éclairée sur les atrocités hitlériennes, qui enfin restera dans la ligne de la coutume internationale pénale. Cette coutume est en voie de formation, certes, mais si ce procès est sans exemple, les problèmes qui s'y débattent se sont déjà posés et des juristes, vos prédécesseurs, leur ont déjà donné des solutions. Ces solutions constituent des précédents et, à ce titre, forment les premiers éléments de votre coutume. Dans leur mémoire à la Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et des sanctions, à la conférence de la paix de 1919-1920, les juristes français, représentés par M. Larnaud, décrivaient: le droit criminel n'a pu prévoir que par un singulier défi aux lois essentielles de l'humanité, de la civilisation, de l'honneur, une armée put systématiquement, en vertu des instructions mêmes de son souverain, se livrer aux actes auxquels l'ennemi n'a pas craint de demander ses succès et la victoire. Jamais donc le droit criminel interne n'a pu préparer des dispositions qui permissent de réprimer des actes pareils. Et l'on doit cependant, dans l'interprétation de toute loi, s'attacher à l'intention du législateur. Si, dans quelques cas déterminés, particulièrement favorables, on arrivait à saisir des responsables individuels dont l'empereur pourrait être par extension considéré comme complice, on arriverait, et non sans difficulté, qu'à rétrécir le champ de la responsabilité qu'il porte en la limitant à quelques cas précis. C'est prendre la question Guillaume II par un bien petit côté, c'est la rapetisser que de la ramener aux proportions d'une affaire de cour d'assises ou de conseil de guerre. La haute justice que le monde anxieux attend ne serait pas satisfaite si l'empereur allemand n'était jugé que comme complice ou même co-auteur d'un crime de droit commun. Ce sont ces actes de chef d'État qui doivent être déférés conformément à leur véritable caractère juridique. Mais à peu de choses près, tout cela n'est-il pas implicitement contenu dans le dernier paragraphe de l'article 6 du statut de votre tribunal? Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis, crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité,
sont responsables de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan. Au demeurant, tout cela est rigoureusement conforme au fait allemand primordial du Führertum, qui reporte toute responsabilité sur le chef et sur ceux qui sont au point de départ avec le chef à l'origine des impulsions. Ainsi donc, pouvons-nous, en serrant d'aussi près que possible la réalité, en appliquant la charte du 8 août et l'article 6 du statut de votre tribunal, en respectant les règles du droit commun définies par notre maître, M. de Menthon, et en suivant la coutume internationale qui s'esquisse en matière de droit pénal, requérir votre tribunal de déclarer tous les accusés coupables d'avoir en leur qualité de principaux chefs hitlériens du peuple allemand conçu, voulu, ordonné ou seulement toléré par leur silence que des assassinats ou autres actes inhumains soient systématiquement commis, que des violences sur des prisonniers de guerre ou des civils soient systématiquement exercées, que des dévastations sans justification soient systématiquement commises comme moyen délibéré d'accomplir leur dessein de dominer l'Europe et le monde par la terreur et d'exterminer des populations entières afin d'étendre l'espace vital du peuple allemand. Plus spécialement, nous vous requérons de dire Göring, Keitel, Jodl, coupables d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein en ordonnant la prise et l'exécution d'otages en violation de l'article 50 de la Convention de La Haye qui prohibe les sanctions collectives et les représailles. De dire Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, Seyss-Inquart, Bormann, Ribbentrop, coupables d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein, premièrement, en ordonnant l'assassinat terroriste de civils innocents. Deuxièmement, l'exécution sans jugement et la torture jusqu'à ce que mort s'en suive de membres de la résistance. Et troisièmement, en ordonnant des dévastations sans justification. De dire Göring, Keitel, Jodl, Speer, Sauckel, coupables d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein, en exposant la santé et la vie des prisonniers de guerre, notamment en les soumettant à des privations et à des sévices, en les exposant ou en tentant de les exposer à des bombardements ou à d'autres risques de guerre, sans nécessité. De dire Göring, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner et Bormann, coupables d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein, en ordonnant personnellement ou en provoquant l'établissement d'ordres tendant à l'assassinat terroriste ou au lynchage par la population de certains combattants, plus particulièrement des aviateurs et des membres de groupes de commando, ainsi qu'à l'assassinat terroriste ou à l'extermination lente de certaines catégories de prisonniers de guerre. De dire Keitel, coupable d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein en prescrivant la déportation de civils innocents et en appliquant à certains le régime N qui les vouait à l'extermination. De dire Jodl, coupable d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein en ordonnant l'arrestation en vue de la déportation des Juifs du Danemark. De dire Frank, Rosenberg, Streicher, Chirac, Sauckel, Frick, Hess, coupables d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein en justifiant l'extermination des Juifs ou en élaborant un statut à l'usage de ceux-ci en vue de leur extermination.
de dire Göring, coupable d'avoir pris part à l'exécution de ce dessein. Premièrement, en créant les camps de concentration et en les plaçant sous le contrôle de la police d'État, dans le but de débarrasser le national-socialisme de toute opposition. Deuxièmement, en tolérant puis en approuvant les expériences physiologiques mortelles sur le refroidissement, la compression, la décompression, expériences effectuées avec du matériel fourni par la Luftwaffe et sous son contrôle par le docteur Rocher, médecin de la Luftwaffe, détaché à cet effet au camp de concentration de Dachau, sur des déportés sains, sujets involontaires des dites expériences auxquelles il s'est associé en tant que chef.